Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission de vous soutenir vous et votre communauté dans une démarche holistique de la santé. Holistique voulant dire global, donc prendre l'ensemble de l'organisme comme un ensemble de systèmes et ne pas se focaliser sur un seul élément ou un seul symptôme. Aujourd'hui, en effet, on est bien souvent face à des solutions extrêmes qui s'opposent et il est facile de s'y perdre. Ce podcast a pour mission donc de vous éclairer, en tout cas de tenter de trouver une voie du milieu sur différents sujets. Alors aujourd'hui, j'aimerais évoquer le développement personnel dans cette approche holistique de la santé. Êtes-vous pour, êtes-vous contre? Pensez-vous que c'est un comportement inné qui nous pousse justement à nous développer pour le bien-être du groupe, ou est-ce une tendance plutôt égocentrique alimentée par les gourous avides d'argent? Alors pour la deuxième fois cette saison, je vais m'inspirer d'une voire de deux vidéos justement qui parlent du développement personnel et les analyser pour les argumenter et voir ce que l'auteur en pense et ce que moi je vous propose justement sur le sujet. Alors la première vidéo qui m'a inspiré à faire ce sujet, c'est une vidéo quand même qui a fait 178 000 vues par un maître de la rhétorique, j'ai nommé Victor Ferry. J'en ai déjà parlé de Victor parce qu'il m'a beaucoup inspiré en début de saison. C'est même grâce à lui que j'ai fait un épisode, un nouveau format, lors du 50e épisode de ma saison précédente, intitulé Bullshit et entrepreneuriat, basé justement sur un article très intéressant écrit par Victor. Alors, Victor est un chercheur, un auteur, un youtubeur, il est professeur d'université justement en rhétorique, il a fait une thèse de recherche sur le sujet et il a lancé une chaîne YouTube à succès, puisqu'aujourd'hui il a plus de 400 000 abonnés, et il partage toutes les semaines de véritables pépites sur le sujet de la rhétorique, mais également d'autres sujets. Je vous recommande ces différentes chaînes que je mettrai justement en descriptif de cet épisode pour que vous puissiez le suivre et découvrir son travail vraiment intéressant. Néanmoins, dans cette vidéo particulière, Victor s'attaque au développement personnel qu'il estime ne mener à rien, d'être une perte de temps, que le monde a suffisamment de problèmes pour ne pas s'occuper de sa petite personne, et il ajoute dans une interview avec Stan Leloup pour Marketing Mania que le développement personnel n'est qu'un repli sur soi et que cela n'arrangera rien au monde. A-t-il tort? A-t-il raison? Un marché qui fait 42 milliards de dollars en 2021 avec une augmentation prévue de 6% pour 2030, est-ce finalement une fraude ou est-ce une solution à votre santé? Dans cette vidéo particulière à 178 000 vues, Victor Ferry s'attaque aux 4 accords Toltec et de manière générale, son avis sur le développement personnel, c'est que à l'échelle du monde, personne n'est exceptionnel et donc pas besoin d'aller développer sa mission personnelle ou de trouver quel est son côté unique. Nous sommes tous identiques de toute façon et il suffit de suivre la science. Nous sommes une machine, dit-il plus tard, qu'il est intéressant de découvrir, mais de manière générale. Victor va donc dans une vidéo de 11 minutes, analyser les 4 accords Toltec sur une dizaine de minutes, et puis en une minute, il va démonter ces 4 accords Toltec par les arguments suivants. Premièrement, concernant le premier accord qui est que ta parole soit impeccable, il dit ceci. Que votre parole soit impeccable est un bel objectif, c'est indéniable. Mais si vous restez trop dans le confort, vous finirez faible avec les forts. Ne craignez pas que votre parole puisse choquer, pour peu que vous serviez la vérité. Ensuite, sur le deuxième accord qui est « ne prends rien personnellement », il argumente ceci. Quant à ne rien prendre personnellement, c'est là un signe de grandeur d'âme, assurément. Et si c'était l'indice, plutôt, qu'on peut vous marcher dessus sans risquer gros? Relevez la tête et bombez votre ego. Si tous les braves gens se laissent faire, c'est le mal qui prospère. Concernant le troisième accord, ne fais pas de suppositions, il argumente ceci. 3. C'est sûr qu'il faut éviter les suppositions si on a fait de la science une option. Mais l'esprit humain est tout de suite moins magique.
pour qui s'intéresse aux statistiques. Et enfin, pour le quatrième accord, fais toujours de ton mieux, voici son argumentation. 4. Faire de notre mieux sera un bon commandement si nous étions pour nous-mêmes des juges moins complaisants. Pour évaluer vos objectifs, choisissez des critères moins relatifs. L'utile et le moral finissent toujours par se montrer, pour peu qu'on prenne la peine de les chercher. Alors le sujet de cette vidéo n'est pas l'analyse des 4 accords toltèques. Si vous ne l'avez pas lu, ça peut être une lecture intéressante à analyser avec un esprit critique, on y reviendra. Mais le but, effectivement, de l'analyse de cette vidéo est plutôt de nous servir de référence pour évaluer les biens fondés du développement personnel. Car Victor Ferry soulève en effet un élément vraiment essentiel. Une idée que je partage d'ailleurs personnellement, ainsi qu'avec Matt Boulet lorsqu'il dit « La méditation ne fera pas descendre le prix de l'essence ». Parce que si vous restez dans la tête, dans vos idées, rien n'avance et le monde ne changera pas avec des personnes qui restent dans leur coin sans passer à l'action. Mais cette argumentation n'est-elle pas vraie pour d'autres situations? Par exemple, lorsque vous faites des to-do list, mais que vous ne suivez pas vos to-do list, vous n'arrivez pas non plus à avancer. Donc c'est, je pense, un petit peu léger de rester sur cette analyse superficielle. Et nous allons d'ailleurs analyser plusieurs erreurs qui, à mon sens, caractérisent cette vidéo. Parce que ce que justement Victor Ferry reproche au développement personnel, je pense qu'en fait, il le pratique lui-même. Il reste centré sur lui-même, sur sa vision du monde et sur ses croyances. Il est par conséquent, je pense, incohérent avec son discours. En effet, dans une interview pour Marketing Mania sur le même sujet, il dit par exemple que personne n'est extraordinaire. Mais lorsque Stan Leloup lui demande s'il a une citation préférée, d'un côté il répond non, car, je cite, les citations montrent une incapacité à exprimer ses idées, c'est selon lui un aveu d'impuissance, mais en même temps, quand Stan lui demande si lui-même a une citation, il répond « On n'atteint pas la lumière dans l'ombre de quelqu'un ». Mais n'est-ce pas incohérent pour quelqu'un qui met le groupe avant l'individu? Qu'importe d'atteindre la lumière, si effectivement le message est là pour faire avancer la société, on n'a pas besoin d'être en lumière. Donc, je pense qu'effectivement, l'argument qu'il a contre le développement personnel, qui est de se centrer sur soi-même, eh bien, malheureusement, il l'applique à lui-même. Et on l'observe d'ailleurs dans son argumentation contre le deuxième accord, ne prenez rien personnellement, il dit « Relevez la tête et bombez votre ego, si tous les braves gens se laissent faire, c'est le mal qui prospère. L'ego est important lorsqu'il reste humble, dit-il. » Et il le répète dans sa vidéo avec Stan Leloup. C'est là une leçon essentielle justement du développement personnel, de pouvoir avoir une relation optimale avec son ego. Effectivement, il y a des extrêmes, il y a des gens qui surjouent leur ego parce qu'ils ont un manque de confiance en eux ou que sais-je, je ne suis pas psychologue, et d'autres estiment que l'ego est néfaste et qu'il n'ira jamais pour le bien de la communauté, ce qui peut être également une erreur, parce que sans ego, on n'a pas de personnalité. Et chaque personnalité, ça, j'en suis convaincu, a son importance. D'ailleurs, si je reviens sur cette notion d'humilité que justement Victor Ferry invoque dans plusieurs de ses vidéos, il y a deux définitions. Il y a la première qui exprime le sentiment de sa propre insuffisance, qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Et puis il y a un sens littéraire, caractère humble, modeste, de la nature humaine ou d'une condition sociale. Et je pense que Victor se réfère à cette deuxième définition lorsqu'il place en théorie le groupe avant l'individu. Je dis bien en théorie, puisque sa citation à lui semble vouloir montrer qu'il faut sortir du groupe, il faut se mettre en lumière. Ce qu'effectivement le développement personnel promotionne énormément. Mais qu'en est-il de cette première définition de l'humilité, un sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil? Alors quand Victor Ferry n'hésite pas à critiquer l'œuvre d'un auteur sans avoir étudié et compris les fondements, Michael Ruiz, qui est l'auteur des 4 accords Toltec, n'est d'ailleurs pas le seul à en faire les frais, puisque Victor Ferry a l'habitude de venir faire des vidéos de buzz critiquant l'un ou l'autre auteur. Par exemple, récemment, il en a fait sur le développement de la communication non verbale, sans même invoquer un des maîtres et chercheurs dans ce domaine, qui est Paul
Ockman. Je mettrai les différentes références de ces vidéos dans le descriptif si vous avez envie justement d'avoir votre propre esprit critique. D'ailleurs, si je fais une toute petite parenthèse sur l'auteur des 4 accords Toltec, ça n'est pas quelqu'un qui a décidé un matin d'écrire 4 accords pour faire joli et faire de l'argent, comme souvent on s'est reproché dans le domaine du développement personnel. Don Miguel Ruiz est né au Mexique rural, de parents guérisseurs et praticiens d'anciennes traditions Toltec. Donc il faut déjà avoir une bonne connaissance de ces traditions, et Don Miguel Ruiz, eh bien, il a grandi dans ces traditions, donc il les connaît. Mais néanmoins, il n'est pas devenu guérisseur, il est devenu diplômé de l'école de médecine de Mexico et a pratiqué la neurochirurgie à Tijuana. Donc c'est quand même quelqu'un qui a fait des études très complexes, très poussées. Cependant, dans sa vie, il a eu un accident de voiture presque mortel qui a totalement changé la direction dans laquelle il voulait aller. Il a finalement quitté la médecine, il a examiné la vérité essentielle sur la vie et l'humanité, dit-on sur son site, avec l'aide de sa maman et à travers ses enseignements ancestraux qu'il s'est réappropriés. Mais là, c'est fabuleux d'avoir quelqu'un qui a cette connaissance pointue du corps humain au niveau anatomique, physiologique et des équilibres, et en même temps qui se replonge dans ses racines. Il a découvert son propre chemin vers la conscience, qui a évolué vers une compréhension profonde de l'univers physique et du monde virtuel de l'esprit. Mais cela sans doute n'est pas assez scientifique pour Victor Ferry, puisqu'il se permet avec humilité de le critiquer, ce qui lui donne justement le droit de faire cette vidéo. Mais au fait, quel était le but finalement de cette vidéo pour Victor Ferry? Qu'est-ce que ça amène au monde de venir critiquer le développement personnel en général et cet auteur en particulier, sans même connaître justement ce domaine d'expertise, si ce n'est pour finalement faire des vues? Mais revenons justement à la science, qui est quelque chose sur lequel Victor Ferry s'appuie énormément. Je pense que c'est une de ses erreurs, justement, lorsqu'il dit que c'est une référence, et lorsqu'il argumente contre le 3e accord Toltec, ne fait pas de supposition, il répond « L'esprit humain est moins magique pour qui s'intéresse aux statistiques ». Alors c'est une belle rime, il en est friand, mais qui manque d'efficacité à mon sens. Il suffit de voir comment l'interprétation justement de ces fameuses statistiques peut varier d'une personne à l'autre, d'un expert à l'autre. La méthodologie des statistiques est une science qui est très complexe. Il suffit de voir les résultats depuis 3 ans finalement sur l'analyse de certaines statistiques, et vous voyez très bien de quoi je veux parler. À ce stade, je vous invite justement à écouter mon 57e épisode qui proposait justement une analyse entre la norme qui sort des statistiques et l'optimisation. Par exemple, lorsque vous regardez votre prise de sang, à droite vous avez les normes, mais les normes par rapport à quoi? Par rapport aux statistiques venant d'une population qui est déjà déséquilibrée. L'évaluation de la vitamine D, par exemple, en est un bon exemple. Ça fait couler beaucoup d'encre, vous êtes soi-disant considéré comme optimum lorsque vous êtes dans les valeurs inférieures d'une population qui est déjà en manque de vitamine D dans les pays occidentaux, sur lesquels d'ailleurs la plupart des études scientifiques ont été faites. C'est déjà éventuellement quelque chose à évaluer. Il ajoute dans son interview avec Stan Leloup, en mettant l'accent sur la psychologie expérimentale, il dit « Ce qui importe, c'est de savoir de quelle machine on est constitué, que l'on n'est pas si exceptionnel que ça lorsqu'on regarde cette machine. La manière dont on fonctionne n'a pas évolué depuis des millénaires. Il n'y a rien de plus proche que nous que le voisin. » Malheureusement, Victor Ferry est un expert en rhétorique, mais pas en science, puisque c'est faux. Nous ne sommes pas des machines, premièrement. Il suffit de voir qu'avec une seule molécule qui a été fabriquée en laboratoire, eh bien, certaines personnes auront des effets secondaires et les autres pas. Or, techniquement, dans une machine, si vous mettez un carburant, vous aurez un résultat. Sauf s'il y a quelque chose de défectueux. Or, chez l'être humain, ça n'est pas quelque chose qui est défectueux. Et pour illustrer cet argument, je vais prendre l'exemple que je donne en formation, justement, avec une machine. La machine qui est la voiture. Donc, si vous considérez le carburant comme les macronutriments, eh bien, logiquement, lorsque vous consommez des calories venant des macronutriments, vous allez fonctionner. Eh bien, dans la voiture, lorsque vous mettez du carburant, normalement, vous fonctionnez. Sauf s'il n'y a pas
d'huile dans le moteur. Vous avez beau avoir de l'essence ou du diesel dans votre réservoir, s'il n'y a pas d'huile pour le moteur casse, quel que soit le niveau de votre réservoir. Eh bien, chez l'être humain, c'est presque la même chose, justement à la différence près que, comme nous ne sommes pas une machine, si nous n'avons pas l'huile pour le moteur, et je considère les micronutriments qui n'amènent pas d'énergie, mais qui permettent au moteur de fonctionner, eh bien, vous aurez finalement, après 20, 30 ou 40 ans d'une alimentation pauvre en nutriments, le moteur qui casse. Mais il va fonctionner pendant 20, 30, 40 ans. Pourquoi? Parce qu'il va les puiser dans des réserves, ce qui n'est pas le cas avec une voiture. Si vous mettez du soda dans votre réservoir, vous ne ferez pas 2 km. Alors qu'avec du soda dans votre réservoir, j'en connais qui ont vécu très longtemps. Revenons maintenant sur cette problématique de l'ADN. Victor Ferry nous dit que nous ne sommes pas différents de l'être humain que nous étions il y a des milliers d'années. Ça n'est pas juste, puisque nous avons une différence entre le génotype et le phénotype, avec des mutations génétiques qui se font d'ailleurs entre plusieurs générations. Et c'est ce qui permet justement d'avoir une population qui est très variée. Nous sommes tous différents, ou presque, il y a des tendances bien sûr, mais nous sommes différents face à la gestion du stress, face à l'expression du gène pour tel et tel neurotransmetteur, ça on peut le mesurer aujourd'hui. Et là je vous renvoie à l'épisode 58 où j'analyse justement mon test ADN et je vous explique comment tout cela fonctionne. Mais finalement, heureusement, nous ne sommes pas tous identiques. Imaginez s'il n'y avait que des guerriers sur Terre avec le même phénotype, ou si nous étions tous des artistes. Clairement, le monde ne serait pas là où nous sommes, et je pense que ça, Victor Ferry le sait très bien. Nous avons besoin de leaders, nous avons besoin d'artistes, nous avons besoin de gens qui réfléchissent davantage, qui sont plus introvertis, de gens plus extravertis. Et tout cela peut être en lien avec une part du phénotype et bien évidemment l'influence de la culture. La psychologie culturelle est quelque chose qui est extraordinaire, mais également de l'éducation. Donc nous ne pouvons pas résumer la médecine ou la santé aux statistiques, ni l'être humain d'ailleurs. Sachant d'ailleurs que peu d'études scientifiques respectent une méthodologie stricte, c'est toujours compliqué d'aller chercher des résultats au niveau scientifique. Néanmoins, scientifiquement même, c'est évidemment quelque chose d'extraordinaire de pouvoir avoir des tendances. Mais il ne faut jamais oublier que ces tendances nous permettent de comprendre comment le corps fonctionne, mais on s'adresse à l'individu. Et je vous réfère ici aux travaux de Roger Williams d'ailleurs, qui a écrit un magnifique bouquin sur la biochimie individuelle. C'est entre parenthèses celui qui a découvert la vitamine B3, donc ce n'est pas non plus le premier venu, et son ouvrage est vraiment exceptionnel. Et donc c'est d'ailleurs à la base de ce podcast et de ma mission à travers InShape to Grow, justement de trouver une voie du milieu, et c'est pour cette raison que je réponds à cette vidéo, parce que je trouve cela incorrect pour ceux et celles qui voudraient se tourner vers le développement personnel. Pour certaines raisons, eh bien, il y a des clés, il y a des solutions pour la santé, pour l'épanouissement personnel, et on le verra plus tard dans certains exemples, pour l'épanouissement de la communauté. Il faut étudier la science, certes, pour comprendre l'être humain, mais s'adresser aux humains et non à des statistiques, ça c'est vraiment pour moi essentiel. Et c'est là où l'on trouve l'équilibre. Ceci étant dit, mélanger entrepreneuriat et développement personnel dès le jour 1 me semble en effet risqué. Je rejoins la conversation que Victor Ferry et Stan Leloup pour Marketing Mania ont eue justement sur le développement personnel. Et dans l'histoire de l'humanité, personne n'a trouvé une idée de business en regardant à l'intérieur en disant quelle est ma passion profonde. Tu vois, c'est vraiment, pour moi, j'ai une approche pour le coup beaucoup plus, j'ai envie de dire mercenaire, même si la connotation est négative, mais un truc de me dire, ok, aujourd'hui les gens ils ont besoin de quoi, ils achètent quoi, où est-ce qu'ils dépensent leur argent, qu'est-ce qu'ils font, ok. Ils ont des problèmes et les gens ont plein de problèmes. Est-ce que moi j'ai la possibilité de leur apporter une meilleure solution, etc. Et finalement, connaître ta passion personnelle, ton envie, ta mission de vie, etc. En abstraction, tout seul, en flottant dans ton petit nuage, ça a peu de sens. Quand Stan dit personne n'a trouvé une idée de business en regardant à l'intérieur,
Je ne suis pas à 100% certain, mais dans 99% des cas, probablement qu'il a raison et qu'il faut partir sur des bases beaucoup plus stratégiques, beaucoup plus business. Et c'est là d'ailleurs la grande différence entre les gens qui se lancent dans le business parce qu'ils ont une idée et qu'ils ont cette fibre de l'entrepreneur, et ceux qui veulent se lancer dans la santé ou dans le développement personnel pour faire passer un message qu'ils pensent être optimal, mais qui n'ont pas justement cette fibre de l'entrepreneuriat et qui commettent énormément d'erreurs et qui restent dans le silence et qui dès lors n'arrivent pas à briller, comme disait justement Victor Ferry. C'est d'ailleurs un gros challenge dans ce domaine de la santé, parce que beaucoup de gens qui se lancent dans une carrière, dans une profession liée à l'humain, liée à la santé, ne pensent pas d'abord au business ou à l'entrepreneuriat, mais d'abord à faire passer ce message. C'est donc la difficulté du marché, d'un marché énorme que le développement personnel, c'est qu'il y aura à boire et à manger. Il y a bien sûr des gens qui vont profiter de la faiblesse des plus fragiles. Il faut garder un esprit critique et un esprit ouvert à la fois. Et passer de l'introspection à l'action, c'est ce que je pense être la meilleure des solutions. Il faut éviter de dissoudre son ego. Là, je rejoins entièrement Victor sur cet élément-là, ce qui effectivement n'est pas facile, parce que dans certaines théories, on veut diminuer l'ego, ce qui finalement, à ce moment-là, met le groupe avant l'individu. C'est là où je trouve qu'il y a une incohérence dans le discours de Victor. Mais s'il y a ces travers du marché du développement personnel, si une partie de ce marché est effectivement un gros business qui n'apportera rien au monde, à part à ceux qui en fait fortune, est-ce une raison pour bâiller d'un revers de la main un courant qui, je pense, évolue avec la science, quoi qu'en pense Victor Ferry. Si vous regardez et si vous étudiez les travaux et les études faites de Joe Dispenza, je vous invite à aller voir sa biographie, eh bien, il a fait énormément évoluer ce domaine du développement personnel en parallèle avec la science. Et c'est là que je vais voir mes sources d'inspiration. Finalement, balayer le développement personnel parce qu'on a quelques programmes qui ne tiennent pas la route, ce serait un peu comme dire, écoutez, manger des pommes c'est dangereux, regardez ce qui est arrivé à Blanche-Neige. Non, il faut pouvoir faire la différence entre une pomme locale de saison qui va être gorgée de nutriments et qui va avoir des saveurs différentes, et vous aurez même des sortes différentes selon l'objectif que vous voulez en faire. Est-ce que vous voulez la manger? Est-ce que vous voulez en faire une confiture? Ou est-ce que vous voulez en faire une tarte? Eh bien, c'est la même chose au niveau du développement personnel. Il faut reconnaître les bons programmes, les bons auteurs et savoir pourquoi vous le faites. D'où avoir un esprit ouvert tout en gardant un esprit critique. C'est malheureusement, venant de Victor Ferry, un raccourci proposé donc par quelqu'un qui me semble ne pas connaître suffisamment le sujet. Car finalement, le but du développement personnel, c'est apprendre à se connaître un peu mieux pour servir et mieux servir la communauté. C'est développer une relation saine avec son ego, me semble-t-il. C'est sortir du comportement lié à des traumas, souvent inconscients, qui viennent nous limiter et qui est une question individuelle. Mais si on résout une question individuelle, on peut permettre à d'autres personnes, donc à la communauté, de faire de même. C'est d'ailleurs une remarque très pertinente de Stan Leloup dans cette interview que je vous ai mis au complet dans le descriptif, et qui dit qu'effectivement, peut-être que toi, Victor, tu n'as jamais eu à travailler certaines faiblesses, certains obstacles, ou en tout cas que tu n'as pas eu besoin de faire appel à des techniques spécifiques. Parce que le développement personnel, ça n'est pas, comme pense Victor Ferry, passer un mois dans un ashram à répéter des mantras. Cela peut se pratiquer de différentes formes, même de manière inconsciente. Je vous donne un exemple. Récemment, avec mon fils, je regardais la biographie de Ayrton Senna, qui était, quand j'étais jeune, un de mes héros en Formule 1. Et rappelez-vous, en 1989, il y a eu un accrochage avec Alain Prost, son grand rival, qui était à ce moment-là champion du monde. Ayrton Senna était un jeune rookie qui démarrait, ou qui progressait, mais à une vitesse incroyable. Et si, lors du Grand Prix du Japon, Ayrton Senna gagnait le Grand Prix, eh bien, il gagnait le championnat du monde. Et proche de l'arrivée, vous aviez Ayrton Senna qui était prêt, qui a dépassé Prost, qui lui a fermé la porte et ils se sont accrochés. Et donc, étant donné qu'ils avaient tous les deux abandonné, c'est Alain Prost qui devenait champion du monde.
Mais Ayrton Senna, dans sa fougue qu'il avait dans son ADN, justement, eh bien, il ne s'est pas laissé faire. On l'a aidé, on l'a repoussé et il est reparti. Et il a gagné le Grand Prix. Alain Prost ne s'est pas laissé faire et il a utilisé tous les superfuges, la pression qu'il pouvait avoir sur le président de la Fédération internationale automobile, qui était un Français, pour annuler justement la victoire d'Ayrton Senna et même, je pense, si mes souvenirs sont bons, lui infliger plusieurs amendes. Là, vous avez deux pilotes de très haut niveau qui ont eu deux réactions différentes. L'un a utilisé tous les superfuges pour pouvoir gagner, justement pour atteindre son objectif et briller une nouvelle fois en étant champion du monde, donc gagner à tout prix. Et l'autre, on le voit complètement anéanti par l'injustice, beaucoup plus que sa défaite, parce que gagner un Grand Prix, il pourrait le refaire, mais c'est l'injustice, il a même imaginé arrêter totalement le sport automobile et la Formule 1 en particulier. Eh bien ça, c'est une démarche de développement personnel. Il s'est remis en question. Il est allé voir à l'intérieur. Il a eu une période de doute. Maintenant, vous le voyez, par après, il est revenu plus fort que jamais et il a brillé, il a gardé sa fougue et il a peut-être géré différemment ses courses. Je ne vais pas analyser évidemment le caractère de chacun, mais sur cet événement-là, je pense que c'est une démarche de développement personnel, de ne pas spécialement aller voir et d'utiliser tous les outils possibles et imaginables, même s'ils sont tendancieux, pour réussir, mais de revenir vers soi, de se dire mince, ça me touche, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Rappelez-vous d'ailleurs, dans plusieurs épisodes, je vous parle de cette période d'introspection après un succès ou dans ce cas-ci une défaite. Et donc si je reviens sur les 4 accords Toltec, avec un esprit ouvert à mes critiques, c'est probablement justement écouter des vidéos comme Victor Ferry pour pouvoir se remettre en question. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo et analyser les raisons pour lesquelles je suis pour le développement personnel par rapport aux arguments proposés dans cette vidéo, qui est finalement 10 minutes d'explication des accords et 1 minute d'argumentaire. Ça montre bien effectivement que la compréhension du sujet n'est pas totale. Et à ce propos d'ailleurs, dans les arguments de Victor, vous l'avez probablement entendu, il utilise ses propres conseils en rhétorique, en utilisant le format de rime. Mais est-ce que faire rimer des arguments leur donne une validité? Est-ce que c'est parce que c'est intéressant à l'écoute que pour cela, ils sont d'office des arguments cohérents? Je vous laisse y répondre. Lorsqu'il dit que votre parole soit impeccable, c'est un bel objectif, c'est indéniable. Mais si vous restez trop dans le confort, vous finirez faible avec l'effort. Ne craignez pas que votre parole puisse choquer pour peu que vous serviez la vérité. Peut-être que finalement, Victor Ferry tente une nouvelle méthode de développement personnel à travers la rime. Je devrais lui poser la question, mais je vais le taguer sur cet épisode parce que justement dans ces conseils sur la rhétorique et sur le partage d'informations, il propose de le taguer justement par rapport à certains outils qu'il a partagés. Et j'espère ici, dans cette vidéo, faire référence à ce que j'ai appris avec lui. Alors, pour citer Jacques Brel, qui disait « c'est trop facile d'entrer dans les églises et de déverser toute sa saleté », donc c'est trop facile finalement d'aller sur le net et de critiquer les gens gratuitement sans donner de conseils, d'outils. C'est d'ailleurs quelque chose que Victor Ferry énonce énormément dans ses vidéos. Donc le but ici n'est pas de critiquer gratuitement cette vidéo parmi des centaines de vidéos de très bonne qualité, mais plutôt d'utiliser cet exemple justement pour vous soutenir dans une démarche holistique de votre santé ou de votre communauté si vous êtes vous-même coach. Alors voici ce que je propose comme première suggestion, c'est quelque chose que je partage énormément avec mes stagiaires en formation, c'est choisir vos experts selon 4 critères. Les experts que vous allez écouter pour pouvoir justement continuer à vous former. Premièrement, est-ce que l'auteur que vous suivez, que vous écoutez, a un bagage académique suffisant
pour partager du contenu. C'est une chose d'avoir lu un livre, c'est une autre chose de comprendre la matière et de pouvoir décortiquer cette matière pour vous la partager. Deuxième critère, est-ce que l'auteur est impliqué dans la recherche ou se base-t-il sur des informations qu'il a étudiées et comprises il y a 20 ans et qui ont évidemment été mises à jour? Troisième critère, est-ce qu'il utilise, est-ce qu'il met en pratique cette matière? Parce que vous pouvez très bien être à la page au niveau statistique, au niveau scientifique, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez jamais de contact avec de vrais humains, en termes de santé par exemple, eh bien vous allez vous rendre compte que ce n'est pas facile de faire passer un message ou de coacher ou de changer les comportements de quelqu'un par rapport à la réalité de son environnement et la réalité de sa vie à lui. Nous ne sommes pas des statistiques, nous sommes des êtres humains avec toutes nos particularités. Jusque-là, évidemment, Victor Ferry répond aux 3 critères. Et suite à cette vidéo, mais aussi à d'autres vidéos d'autres auteurs, je me rends compte qu'il faut rajouter un 4e critère et qu'il faut vérifier que la thématique que vous écoutez est en relation avec l'expertise, évidemment, de l'auteur. Et dans ce cas-ci, Victor Ferry est un maître en rhétorique, c'est indéniable, mais est-il légitime en sciences ou en psychologie? C'est discutable. Ma deuxième suggestion à l'analyse de cette vidéo, c'est de faire la différence entre le professionnel, l'expert, et l'homme, la femme, qui est derrière cet expert et qui a aussi, je dirais, ses croyances, qui a aussi ses émotions, qui a aussi ses biais cognitifs, quelque chose qui est assez à la mode aujourd'hui. Et donc de ne pas boycotter l'ensemble du travail d'une personne parce que sur un sujet, il est à côté de la plaque. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a quelques années, j'ai vu un expert, un professeur d'université, expert des acides gras, donner un interview. Évidemment que sur le domaine des acides gras, je vais être totalement à l'écoute puisque c'est un chercheur, c'est un professeur et il a évidemment le niveau académique pour partager ce genre d'informations. Néanmoins, lorsqu'il parle de l'aspartame, qui n'est pas du tout dans son expertise, même s'il est spécialiste en nutrition, là je ne suis pas d'accord avec son analyse de l'aspartame, mais je vais me référer à d'autres experts qui sont aussi professeurs d'université, qui sont aussi dans la recherche et qui n'ont pas le même avis sur la problématique des édulcorants parce qu'ils ont étudié ce domaine-là en particulier. Donc je vous invite toujours, à lire la biographie des personnes que vous voulez suivre et de vérifier ces 4 critères, mais si vous tombez sur un sujet qui ne correspond pas justement aux critères, ce n'est pas suffisant pour éliminer tout le travail de la personne. Ma dernière suggestion suite à cette vidéo, c'est d'aller régulièrement voir des gens avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. C'est-à-dire pour pouvoir mettre à l'épreuve vos propres croyances. Je vais continuer à écouter certaines vidéos de Victor Ferry qui me semble être en dehors de sa thématique, si la thématique qu'il aborde évidemment peut m'intéresser, parce que sinon on n'en sort plus à l'écouter tout le monde sur le net. Évidemment aujourd'hui on a du contenu d'excellente qualité et on peut facilement s'y perdre également, mais encore régulièrement je vais voir des gens qui sont dans mon domaine, avec qui je n'ai aucun atome crochu et avec qui je ne partage pas les grandes idées, mais de temps en temps, je vais me remettre en question et aller voir, tiens, là, il est interviewé par quelqu'un que j'estime, j'aimerais savoir ce qu'il va répondre sur tel et tel sujet et voir si ça conforte mon propre avis ou si je commence à remettre en question certaines de mes croyances. Alors, tout cela pour justement, je pense, et vous l'avez compris, me remettre en question, donc faire un développement personnel sur mes propres croyances. Et lorsque Victor Ferry nous dit que la connaissance de soi est un puits sans fond et donc est inutile, justement c'est là que c'est intéressant de faire cette démarche. C'est le principe de la complexité humaine, c'est la quête de la vérité qui est vraiment intéressante, parce qu'on parle de quête de vérité, on ne va pas à la recherche de la vérité, on va dans une quête de vérité. C'est le voyage qui importe, qui nous permet d'apprendre à travers justement les différents obstacles. Et c'est ça l'humilité pour moi, c'est d'être dans cette quête et de se remettre régulièrement en question. Et là aussi, je suis en désaccord avec Victor Ferry lorsqu'il dit « seule la vérité compte ». Mais n'est-ce pas anti-science, justement, de dire cela? Si je cite Karl Popper, qui est philosophe des sciences et une référence à ce niveau, il dit « une théorie n'est scientifique que si elle est refutable ».
Jurer allégeance à une théorie et mépriser les autres est donc anti-science, dit-il, et fige les connaissances. Cela relève plutôt d'une croyance ou de la foi. On tombe alors dans le dogmatisme et le scientisme, qui n'est pas la réelle science. On ne peut donc jamais prétendre avoir la vérité. On peut aller dans la quête d'une vérité, comprendre de mieux en mieux comment le corps fonctionne, c'est quelque chose qui me passionne, que ce soit au niveau physique, émotionnel, mental ou spirituel, parce que tout cela fait partie de notre santé. Hein? On a effectivement maintenant des études qui montrent que l'amour aide à guérir. On peut également démontrer, grâce à la physique quantique, que des cellules séparées de plusieurs centaines de miles de son propriétaire réagissent lorsque l'on stimule justement la personne en question. Et donc on est continuellement dans la recherche, on est continuellement dans la découverte, et c'est ainsi qu'on va pouvoir améliorer la science, mais également la médecine et la compréhension de l'être humain. Et vous, vis-à-vis de votre santé, quelle est votre attitude? Êtes-vous trop axé vers l'extérieur en limitant sa gestion avec des médicaments, avec des actions sanitaires à grande échelle générale, et remettez-vous la faute à pas de chance lorsqu'il arrive quelque chose? Je le vois par exemple concernant le cancer. On va aller faire des recherches, on va aller voir, tiens, quelles sont les solutions pour combattre le cancer? Ou au contraire, êtes-vous trop tourné vers vous-même, coincé dans votre tête, refusant l'évolution de la technologie et de la science? Comment pourriez-vous utiliser le développement personnel pour développer une approche holistique de votre santé et en passant à l'action? Je vous invite d'ailleurs à lire la biographie de Joël de Meis que j'ai interviewé l'année passée dans la saison 1 de ce podcast, intitulée « Tu ne seras jamais rien », et vous découvrirez comment finalement Joël a réussi à sortir d'un parcours très dur, très traumatisant, en ayant même fait de la prison, mais qui, grâce au développement personnel, est complètement sorti de cette situation autodestructrice, en a fait une biographie qui va pouvoir inspirer d'autres personnes, et dont les bénéfices sont même reversés pour la création d'écoles dans les pays du tiers-monde. Donc là, on a un développement personnel qui a justement permis à une personne de mieux se retrouver, d'inspirer d'autres personnes et de participer au développement de la communauté. Donc là, c'est justement un argument qui montre que le développement personnel n'est pas uniquement un repli vers soi. Il faut pouvoir utiliser justement les leçons que l'on apprend pour en faire bénéficier la communauté. Et ça, c'est pour moi la base du développement personnel. Et en tant que coach, rappelez-vous que vos coachés ne fonctionnent pas comme vous. Soyez donc à l'écoute, repérez s'ils ont eux-mêmes trop tendance à se retrouver sur eux-mêmes ou trop vers l'extérieur, et de trouver justement cette voie du milieu. Alors évidemment, je vous donne l'exemple de Joël de Meist, je vous donne également les exemples de Joe Dispenza qui utilise la science pour confirmer justement ces outils de développement personnel. Mais si je devais simplement me référer à mon expérience, entre 2006 et 2018, j'ai passé une période extrêmement intense, avec 2009 à 2011, une situation qui était très très douloureuse, mais c'est grâce au développement personnel, c'est grâce à mon hygiène de vie et aux principes que je partage en coaching que j'ai pu traverser cette période, que j'ai pu garder ma famille soudée, que j'ai pu garder ma santé physique et mentale, je le dis toujours. Si je n'avais pas eu ces outils, je serais probablement dépendant à l'une ou l'autre drogue aujourd'hui. Mais je ne le suis pas, parce que j'ai réussi à passer de l'introspection à l'action, et qu'en parallèle, j'ai nourri mon corps physique pour qu'il ait l'énergie pour passer les étapes et les événements de la vie émotionnelle, psychologique et spirituelle. C'est la base de mon travail, initiateur de mouvement. Je vous donne l'énergie pour initier un mouvement physique. Et dans ces podcasts, je vous donne de l'information pour initier le mouvement mental. Et avec ces ingrédients, vous pouvez traverser n'importe quelle situation en passant, encore une fois, d'une introspection vers l'action.
c'est le bien-être au service du développement personnel. J'espère que cet épisode vous a inspiré. N'hésitez pas à le partager. Évidemment, je ne ferai sans doute pas 178 000 vues, comme la vidéo de Victor Ferry, ni même les 12 000 vues de la vidéo de Stan Leloup pour Marketing Mania. Néanmoins, j'espère avoir touché l'une ou l'autre personne et développé petit à petit ce message de la voix du milieu. Alors, d'ici le prochain épisode, prenez soin de vous.